Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Voilà, vous venez d'écouter Mélis Mel qui interprétait Faut vivre, une chanson de Mouloudji. Donc vous êtes bien sûr Radio Libertaire sur le 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'émission Intifada de 13h à 14h. Cette émission a lieu le premier et troisième mardi de chaque mois. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Nous recevons Sonia Feyman qui est présidente de l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin et qui est venue pour nous parler justement de son association et du Théâtre de la Liberté. On la remercie chaleureusement d'être parmi nous, c'est vraiment sympa. Et avant de lui donner la parole, je vais lire quelques lignes de Mahmoud Darwish. Mais nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir, espoir de libération et d'indépendance,
espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes, espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école, espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire, espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang, espoir que cette terre retrouvera son eau originale, terre d'amour et de paix. Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir. Voilà, nous souffrons d'un mal incurable, l'espoir de Mahmoud Darwish. Bonjour Sonia, merci beaucoup d'avoir rejoint les studios de Radio Libertaire. Bonjour. Donc voilà, tu es présidente de l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin. Donc tu vas faire découvrir à nos auditeurs qu'est ce Théâtre de la Liberté qui s'appelle Freedom Théâtre et quelle est cette association qui les soutient. Bien, merci. Je vais d'abord parler du théâtre et puis ensuite un peu de notre association. Ce théâtre existe depuis 12 ans maintenant. Il s'est créé en 2006, mais il a des racines, disons, plus anciennes sur lesquelles je vais dire quelques mots. Il y avait une femme israélienne qui s'appelait Arna Mer, qui a épousé un Palestinien communiste qui s'appelait Ramis, et donc elle s'est appelée Arna Mer Ramis, et elle était même si elle avait participé à la guerre de 48 en tant qu'israélienne, elle a pris peu à peu conscience de l'oppression exercée par Israël et de l'injustice faite aux Palestiniens. Et donc, elle s'est particulièrement intéressée à Jenin, dans une ville dans laquelle il y a un camp de réfugiés qui constitue une grande partie de la ville. Et elle est allée dans les années 70, 80 travailler avec les enfants, notamment les enfants du camp de réfugiés, parce qu'elle pensait que c'était très important de faire avec eux ce qu'on appelle de l'art-thérapie ou du théâtre, pour leur permettre de s'exprimer, de sortir un peu de l'oppression qui les étouffait à cause des raids militaires, des emprisonnements et de la dureté du quotidien. Donc elle a fait ça pendant des années, elle a créé un petit théâtre et elle a donné des représentations avec les enfants, ça avait beaucoup de succès. Et puis tout ça a été détruit en 2002 pendant la deuxième intifada, où donc il y a eu un siège de Jenin qui a été très très fort, très cruel, et donc ensuite elle est morte de maladie, d'un cancer. Mais son fils, qui était devenu donc le fils d'elle et de Saliba Ramis, Giuliano, était devenu un comédien professionnel qui commençait même à avoir une carrière internationale. Et après la mort de sa mère, il a pris conscience de la force de ce qu'elle avait fait à Jenin, et donc il a décidé, en hommage à ce qu'elle avait fait, de faire ce film qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Les Enfants d'Arna, où on voit toute cette histoire de ce qu'elle a fait, et ensuite aussi de créer un théâtre, un vrai théâtre, en 2006. Alors il a fait ça pas tout seul, il était avec quelqu'un qui s'appelle Zacharias Beidi, qui était l'ancien chef des brigades d'Al-Aqsa du camp, mais qui avait évolué de la résistance armée à la résistance culturelle, et j'en parlerai encore un peu après, parce que la résistance culturelle, c'est vraiment un pan de la résistance, au même titre que la résistance armée. Donc lui, il s'était tourné vers le théâtre, vers la culture en tout cas, et il a créé avec Giuliano ce théâtre, et deux autres personnes étaient à la création, Dror Feiler, qui était un Israélien exilé en Suède, et Jonathan Stanzak, qui était aussi un Suédois. Tous les deux ont contribué à la création. Et donc le théâtre s'est développé, et la même année, nous avons créé l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin, par l'occasion d'une rencontre avec Giuliano. Ça a été émouvant. Enfin, moi, je n'étais pas à cette rencontre, mais ceux qui étaient dans l'association à l'époque ont pensé qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et donc, cette association a été créée en 2006. Elle a le même âge que le théâtre. Et d'emblée, l'idée était d'appuyer cette action vis-à-vis des enfants et des jeunes du camp, en leur donnant des occasions de s'exprimer, en leur apprenant le théâtre, l'expression corporelle. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres actions culturelles comme la photographie. Et donc, les enfants ont été... c'était un thème qui intéressait particulièrement l'association. Et d'emblée, l'association a été dédiée à faire connaître le Freedom Théâtre en France et à trouver de l'argent
pour les aider et pour les faire venir aussi dans des tournées avec leurs spectacles. D'accord. Et donc eux, financièrement, en fait, sur place, ils ont besoin, enfin, ils ont déjà un budget qui leur permet de fonctionner ou... Par eux-mêmes, ils n'ont pas de budget parce que surtout pendant très longtemps. Alors après, ça a un peu évolué. Ils ont parfois fait payer les entrées, mais pendant très longtemps, leur spectacle était gratuit pour les gens du camp parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour essayer d'être bien acceptés dans le camp de réfugiés, ce qui n'a pas toujours été facile. Et même aujourd'hui, il y a, disons, différentes tendances politiques. Hein. C'est vraiment autour de la politique, il y a des groupes, des tendances dans le camp qui réprouvent la façon dont, par exemple, Giuliano a fait faire du théâtre à des garçons et à des filles. Il y a des gens qui sont pour que les filles ne se produisent pas sur scène. Et puis d'autres qui sont proches de groupes politiques avec lesquels... Bon, le théâtre lui-même ne s'affiche pas comme partenaire ou comme membre d'un groupe politique, mais il y a certaines organisations politiques qui sont un peu éloignées. Donc, c'est pas toujours facile et c'est quand même un des chevaux de bataille du Freedom Theatre d'être un peu à la conquête de la population du camp. Donc, pendant longtemps, ils ne faisaient pas payer les entrées et puis il n'y avait pas grand monde qui venait d'ailleurs, mais très vite, il y a eu des associations, parce que pas seulement la nôtre, mais une association aux États-Unis, une en Suède et puis petit à petit quelques autres qui ont contribué au financement. Alors, ça n'était pas les plus gros financements, quoique l'association des Américains arrive à rassembler des montants importants. Mais nous, depuis le début, on a quand même envoyé pas mal d'argent avec les cotisations versées à l'association et puis avec des collectes particulières qu'on fait de temps en temps et des dons aussi. Il y a des associations de soutien à la Palestine en France, localisées ici ou là, qui nous envoient des dons parce que en pensant que c'est important de soutenir le théâtre. Donc nous, on a surtout soutenu toutes les activités pour les enfants, mais on a également financé la réfection du théâtre, des loges, de la scène, enfin, et aussi de la formation technique pour les membres de la troupe qui sont, enfin, les techniciens qui, bien sûr, sont importants pour faire tourner le théâtre et assurer les spectacles. Alors, il y a des sources de financement plus importantes qui sont venues parfois de Suède, des États-Unis, en dehors même des associations d'amis. Mais dernièrement, comme un peu partout dans le monde, en tout cas autour de nous, il y a des coupures de crédits pour des associations, y compris pour le Théâtre de la Liberté. Et donc, ils ont eu des difficultés. Ils avaient pensé à un moment développer des activités diverses pour élargir des activités marchandes, si on peut dire, pour ramasser eux-mêmes de l'argent. Ils ont estimé ensuite qu'ils s'étaient dispersés pour pas grand-chose, pas beaucoup de résultats. Et donc, depuis l'année dernière, ils se recentrent vraiment sur l'activité théâtrale et ce qui concerne les activités culturelles pour les enfants. D'accord. Et donc apparemment ces enfants viennent, ils viennent régulièrement et ils arrivent ils fabriquent un spectacle. Il y a un vrai travail autour du théâtre. Oui, alors il y a eu des spectacles dans lesquels des enfants jouaient. Par exemple, la première tournée que l'association a organisée en 2009, si je ne me trompe, c'était des enfants ou des préadolescents entre 13 et 15-16 ans, donc vraiment jeunes. Et eux, ils ont joué des spectacles comme La Flûte enchantée ou d'autres, La Ferme des animaux, dont on voit d'ailleurs... c'est pas dans Les Enfants d'Arnaque, non, c'est dans le film que nous projetons, Parcours d'un combattant de la liberté, qui est un très beau film fait par le Théâtre de la Liberté sur un de leurs membres. On voit des passages de La Ferme des animaux qui avaient l'air... Giuliano était un grand metteur en scène, donc ça a été des pièces magnifiques. Alors effectivement, ils sont venus en 2009, ils étaient encore très jeunes. Ils sont revenus en 2011, là c'était vraiment des adolescents confirmés. Et puis maintenant, la dernière tournée, on en prépare une dont je vais parler après, mais la dernière c'était en 2015 et là on a eu des vrais comédiens qui ont plus de 20 ans, qui sont même plus proches de 30 que de 20, parce que entre-temps le Freedom Theatre a créé une école de théâtre, une véritable école dont la directrice, c'était Giuliano qui a créé, qui était le directeur, mais ensuite j'ai je n'ai pas encore dit qu'il avait été assassiné. Beaucoup de gens le savent, mais il faut quand même le rappeler. Il a été assassiné devant le théâtre le 4 avril 2011 et c'est une perte énorme pour le théâtre, mais
quand même, toute l'équipe s'est solidarisée les uns avec les autres et dans l'idée d'un hommage, enfin de continuer le travail de Giuliano. Il n'était pas seul à le faire, mais il était une personnalité vraiment importante et ils ont continué depuis à mener leurs activités. Bon, ça a été quelque chose de très marquant dans la vie du théâtre, au point que Jonathan Stanjak, dont je parlais tout à l'heure, qui était à la création, il était à la création, mais il vivait en Suède. Il était venu momentanément. Bien, il est revenu avec sa famille, sa femme et un bébé, et ensuite ils en ont eu un deuxième enfant qui est né là-bas, et ils ont vécu jusqu'à l'année dernière. Maintenant, ils sont repartis en Suède, mais ils ont vécu donc pendant 10 ans pratiquement, et ils ont animé le théâtre, enfin pas seul, mais Jonathan a pris un peu la place de Giuliano, dont il était très proche, mais avec toute une équipe aussi très resserrée. Et alors, je parlais de l'école de théâtre. Elle a été dirigée par un couple, en fait, Nabil, qui est le Al-Rai, qui est le directeur artistique du Freedom Theatre, et sa compagne, Micaela Miranda, qui est portugaise d'origine, mais qui vit là-bas depuis plusieurs années. Enfin, en ce moment, elle est en déplacement ailleurs. Mais donc, tous les deux ont poursuivi l'animation de l'école de théâtre. Et c'est une école tout à fait reconnue, labellisée en Palestine, avec un cursus de 3 ans, dont des garçons et des filles sortent en ayant un vrai bagage. Et d'ailleurs, ceux qui sont venus en 2015 jouer une pièce qui s'appelait L'île, que peut-être certains qui écoutent l'émission ont pu voir, soit à Montreuil, soit à Arcueil, parce qu'ils ont joué dans ces 2 lieux. Les 2 acteurs principaux, c'était une pièce avec 2 acteurs, ils sont maintenant en tournée personnelle en Angleterre, en Hollande, enfin dans différents pays, même s'ils restent attachés au Freedom Theatre. Ouais. Et ces enfants ou ces adolescents ou ces jeunes personnes arrivent à sortir de Cisjordanie facilement ? Non, pas du tout facilement. Et les tournées, quand on les organise, on est obligé de s'y prendre très longtemps à l'avance parce qu'il faut des démarches infinies et infernales, si je puis dire, pour obtenir les visas. Et les gens ne les obtiennent pas toujours. J'ai entendu parler récemment d'un spectacle qui avait prévu en France, qui a été annulé parce que les gens n'ont pas pu sortir des territoires occupés. Alors, nous, on n'a pas eu ce problème jusqu'à présent, mais à condition de s'y prendre. On se réunit justement après-demain pour mettre au point les détails du voyage. Il faut qu'on demande les visas et qu'on prenne les billets. Ça se fait entre le Freedom Theatre et nous, pour qu'en octobre-novembre, ils puissent être là. C'est très lourd comme procédure. Et puis, même quand ils ont l'autorisation de sortir, souvent c'est au retour, quand ils reviennent, qu'on les fouille, qu'on les questionne. Là, par exemple, Nabil Al-Raï vient de faire une tournée personnelle, enfin individuelle, aux États-Unis, parce qu'il a parlé de la Nakba et du théâtre. Et quand il est rentré, il a eu des heures d'interrogatoire. C'est vraiment harassant. Et j'avais lu justement, je crois que c'est sur le site d'ATL, là justement, qu'il avait aussi eu une descente de la police israélienne chez lui pour des interrogatoires, enfin que tous les 3/4 des intervenants de ce théâtre, en fait, étaient quand même passés par des interrogatoires. Ah oui, c'est incessant, des interrogatoires, des emprisonnements, et le pire, Giuliano dont on ne sait pas qui l'a tué, mais bon, c'était vraiment quelqu'un qui est passé à moto devant le théâtre, qui savait qu'il serait là à ce moment-là. Et bon, mais l'enquête n'a soi-disant jamais abouti. L'enquête qui est perpétrée en principe par le pouvoir occupant israélien, mais qui n'avance pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Et donc tous ces enfants, est-ce qu'il y a un retour, enfin, est-ce que sur leur bien-être, on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait, qui leur permet de vivre un peu de supporter, enfin, d'avoir un peu de résilience par rapport à toutes ces difficultés à vivre. Moi, j'ai lu le livre de Suzanne Abdoulawal, Les Matins de Jenin. Effectivement, ça se termine en 2002 quand il y a cette opération policière militaire absolument abominable. Bon, c'est bouleversant. Donc, effectivement, comment tous ces jeunes qui ont vécu, qui sont passés par là, continuent, quoi. Je pense que il y a un double aspect, c'est-à-dire ils sont forcément marqués parce que ils sont passés par des trucs très durs en 2002, mais ça, bon, ceux qui ont vécu ça en 2002, c'est maintenant des adultes. Mais même les enfants d'aujourd'hui, ils sont sans arrêt. Quand on est là-bas, dans le camp de Jenin, on entend des coups de feu. La nuit, il y a des descentes militaires. Donc nous, on n'est pas habitués à voir ça tous les jours, mais eux, c'est leur quotidien. Alors, évidemment, ça laisse des traces. Mais, en revanche, moi, j'ai vu les enfants là-bas
arriver par centaines voir le spectacle, être enthousiastes, eux-mêmes faire des improvisations. Bon, ils démontrent une grande gaieté. Après, je ne peux pas me permettre de parler des traumatismes profonds qu'ils peuvent avoir et qui ne ressortent pas devant des visiteurs qui sont là quelques jours. On va faire une petite pause musicale. Je vais mettre une chanson de Julia Boutros. Voilà, c'était Julia Boutros qui interprétait Ya Tawar El Rad. Voilà, c'est l'émission Intifada. Vous êtes sur Radio Libertaire, le 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Et Intifada reçoit aujourd'hui Sonia Feyman, qui est présidente des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin. Donc, Sonia a commencé à nous raconter un peu ce qu'était le Théâtre de la Liberté. Ben, on va continuer à l'écouter. Elle va peut-être nous parler un peu de son association, de leur organisation, de ce qui est prévu dans l'année. Oui, alors notre association, comme je disais tout à l'heure, s'est créée en 2006, la même année que le Théâtre de la Liberté, et c'est principalement concentré sur l'aide au programme pour les enfants menés dans le théâtre, mais c'est aussi diversifié puisque on a cofinancé d'autres choses. Alors notre association a son siège à Paris, mais certains membres sont dans d'autres villes de France, et notre activité, c'est essentiellement faire connaître le Freedom Theatre et récolter de l'argent pour les aider. Donc on a les finances qu'on arrive à réunir ne servent qu'à être envoyées au théâtre pour des objets particuliers. Et on est organisé comme une association de la loi 1901 classique, avec une assemblée générale annuelle, un conseil d'administration, un bureau. Moi je suis présidente, il y a une trésorière, une secrétaire et puis
des postes adjoints. Et on fonctionne très bien, c'est très amical, mais on est très chargé parce qu'on participe à beaucoup de choses pendant l'année. Par exemple, la semaine anticoloniale au mois de février-mars, où on tient toujours une table pendant le salon anticolonial. En plus, cette année, on a eu un événement qui était inscrit dans la semaine anticoloniale. C'était au théâtre qui s'appelle Comédie Nation, où on a organisé une soirée autour de Ton nom de Palestine. Il y a eu une lecture en musique du poème d'Olivia Elias. Donc ça s'est passé sous le label de la semaine anticoloniale. En parlant de label, je mentionne aussi qu'on fait des activités sous le label Le Temps de la Palestine, qui a été créé par un certain nombre de mouvements de soutien aux droits des Palestiniens cette année, en réaction et en opposition à ce que fait le gouvernement français avec Israël et qui s'appelle l'année France-Israël, à laquelle on est évidemment très opposé et critique. Donc on fait on est aussi sous le label Le Temps de la Palestine. Alors je parlais de ce à quoi nous participons. Ensuite, si je suis chronologiquement, il y a la semaine anticoloniale. En septembre, la fête de l'humanité à laquelle on a généralement aussi une présence. Et puis en novembre, la semaine. Alors maintenant, ça s'appelle le Festival des Solidarités. Avant, c'était la semaine de la solidarité internationale. Et là également, on a des activités. Et puis, le temps qu'on peut consacrer à organiser des tournées du théâtre, c'est aussi important. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu une tournée en 2009, une en 2011, une en 2015. Et maintenant, nous prévoyons une tournée qui doit être une tournée européenne. Alors, c'est pas encore très clair. Il était question qu'il y ait plusieurs pays qui se joignent pour organiser une tournée avec une pièce qui s'appelle Retour en Palestine, dont je dirai quelques mots après. Il semble que finalement certains pays ne soient pas capables de trouver les financements parce qu'il faut payer les billets d'avion, etc. Et puis l'hébergement. Bon, donc en tout cas nous, on maintient, même si certains pays vont faire défaut. Et ça aura lieu en novembre. Donc en gros, c'est entre le 8 et le 17, 18 décembre. Pardon, j'ai dit novembre. Oui, c'est ça. Entre le 8 et le 17 novembre, avec dès le début des représentations dans des villes de l'Ouest, au Mans, à Laval, à Allonne, à Saint-Pierre-des-Corps. Et puis en fin de semaine, en région parisienne, à la MJC de Villebon et au Centre culturel algérien de Paris, dans le 15e. Donc tous les détails seront sur notre site très bientôt. On est en train de finaliser le programme. Alors certains des théâtres où ils vont jouer achètent le programme, c'est-à-dire nous donnent une certaine somme qui contribue donc à pouvoir payer les voyages, parce que c'est une pièce, alors j'en viens aussi à la pièce elle-même. Elle a été créée il y a 2 ans par Michaela Miranda, qui était la directrice de l'école de théâtre, qui a connu après, qui a été mise un peu en stand-by, mais qui reprend l'année prochaine. Et donc, il y avait une promotion de jeunes qui avaient une vingtaine d'années qui sortis de cette école après les 3 ans de formation. Et elle a monté avec eux un spectacle qui s'appelle Retour en Palestine, qui est un spectacle très gestuel, un peu du style théâtre de rue. D'ailleurs, il y a des improvisations dedans. Et ce sont 6 comédiens, 2 femmes et 4 hommes, jeunes tous, qui jouent l'histoire d'un garçon qui est né aux États-Unis, mais qui veut connaître la Palestine de ses parents. Et il est plein d'idées qui s'avèrent fausses sur comment c'est en Palestine. Et donc, ils ont montré ça d'une manière un peu dans la dérision, avec des moments qui sont quand même poignants, mais ils sont très... ils bougent beaucoup et il y a un décor très très simple. Ils sont tous en noir, collants noirs et t-shirt noir, et on les voit faire des contorsions, des gestes qui représentent aussi bien une voiture. À un moment, il y en a 2 qui se mettent à 4 pattes, c'est la voiture, les autres sont dessus. Mais il y a tout un fil directeur du spectacle et c'est très bien. Donc ils le jouent en arabe ou en anglais, ça dépend des fois. Et voilà, donc on va les avoir au mois de novembre avec cette pièce. Mais comme il y a 6 comédiens, 2 musiciens qui font partie du spectacle, le metteur en scène et 1 ou 2 régisseurs, donc c'est beaucoup de monde, donc il faut payer beaucoup de billets d'avion. Et après, alors les théâtres, certains payent une certaine somme, d'autres n'achètent pas, si on peut dire, le spectacle, mais garantissent l'hébergement, la nourriture pendant le jour ou les 2 jours où la troupe est là. Et bon, ça s'annonce bien.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils font ça. Il y a un mouvement un peu de solidarité vis-à-vis des théâtres, non? Oui, c'est ça. Oui, les théâtres qui ont répondu sont en général animés par des gens qui sont sympathisants avec la cause palestinienne. Oui, c'est ça. Mais alors, je voudrais à ce sujet dire que les gens du Freedom Theatre, enfin notamment ceux qui structurent vraiment, qui sont Mustapha Cheta, le directeur, non il n'est pas directeur, il faut dire le secrétaire général, il n'y a plus de poste de directeur, et Nabil Al-Rae qui était parti à l'étranger pour un certain temps mais qui est revenu pour assurer la direction artistique et reprendre un peu le flambeau quand je parlais tout à l'heure de se recentrer sur l'activité théâtrale, donc c'est à ça que ça a répondu, son retour, et ils sont très concernés par ce double aspect d'être partie prenante de la résistance palestinienne, mais d'être en même temps un théâtre professionnalisant avec l'école de théâtre. Ils forment des musiciens, enfin pas des musiciens, non, des comédiens, mais ils sont en dialogue avec des troupes de théâtre à l'étranger. Ils se considèrent à la fois comme des militants de la résistance, mais leur théâtre n'est pas un théâtre militant. Voilà la différence. Ils jouent des pièces qui sont complètement inspirées par leur situation d'être occupés par un pouvoir colonial, mais en même temps, ils aspirent et ils réalisent une qualité théâtrale qui est très reconnue. Ils sont considérés comme un des meilleurs ou sinon le meilleur théâtre en Palestine. Et d'ailleurs, on essaye de les faire connaître plus largement que dans les milieux de soutien à la résistance palestinienne, parce qu'on a créé avec l'association des Amis d'Al-Road, qui est donc une association, enfin c'est pas une association, c'est un collectif ou une société qui soutient le centre culturel Al-Road qui existe dans le camp d'Aïda à Bethléem. Et nous, on fait souvent des activités avec ce groupe. Donc, depuis l'année dernière, on a créé quelque chose qui s'appelle le collectif Théâtre Palestine, dans l'idée d'élargir un petit peu l'intérêt et la connaissance de ces troupes. Alors, pas seulement le Freedom Theatre, mais il en fait partie. Le Centre Al-Road, le Ashtar Théâtre, le Al-Hakawati, le théâtre de Jérusalem, bon, et d'autres, le Yes Théâtre également, les faire connaître par un public en France intéressé au théâtre et pas seulement le public du soutien à la résistance palestinienne. Voilà. Donc tout ça s'inscrit dans cette résistance qu'on dit culturelle, quoi. Oui, c'est ça, la résistance culturelle, qui est un des éléments de la résistance d'ensemble, parce que, et ils sont pas les seuls à le dire, il y a le patrimoine culturel palestinien qui est mis à mal complètement par l'occupation et depuis 1948 par la colonisation israélienne. C'est quand même quelque chose qu'on redécouvre parce que ça a été beaucoup étouffé, et il y a sans arrêt des intellectuels, des artistes qui font ressortir, que ça soit des films, des enregistrements audio, de la cuisine, enfin tout ce qui est du patrimoine culturel palestinien, et eux, le Freedom Theatre, y contribue par le théâtre, et ils pensent que c'est vraiment quelque chose d'important pour réhabiliter l'image de la Palestine aux yeux du monde. Ah, complètement. D'ailleurs, nous, dans l'émission, on aime bien, quand on a du temps, on consacre une partie justement à lire des poètes, hommes ou femmes, justement, palestiniens, ou à parler de littérature, parce qu'on trouve que c'est effectivement important. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe actuellement avec cette saison France-Israël, en fait, Israël utilise la culture en premier chef pour blanchir son image. Oui. Complètement, oui. Et c'est quelque chose qu'on dénonce. Et bon, c'est pas seulement à Théâtre Jenin, mais moi personnellement, je veux dire, je participe à BDS, boycott des investissements sanctions, et on est sans arrêt en train de demander à des gens, des artistes américains, français ou de n'importe où, de ne pas aller se produire en Israël. Et l'image de cette activité-là, de cette année France-Israël, c'est vraiment redorer le blason d'Israël. Ils le disent eux-mêmes, pour qu'on soit vu pas seulement comme un pays qui fait la guerre. Oui, tout à fait. Justement, un pays qui est multiculturel, ouvert à tout, démocratique. Enfin, voilà, tous ces mensonges qu'on met les uns à la suite des autres. Et justement, donc, c'est important, ce mouvement BDS, on en parle aussi régulièrement. Et j'ai pu voir que récemment, donc, il y avait Nathalie Portman qui avait annulé un de ses concerts. Ça, c'était quand même très important. Mais j'ai vu qu'il y avait Gilberto Gil aussi qui a annulé un de ses concerts. Il y avait Shakira. Et il y a eu ce match de foot. Ça, c'est quand même assez génial qu'un match de foot n'ait pas pu avoir lieu. Enfin, ça fait quand même, ça fait du bien parce que justement, ça médiatise un petit peu. Même si ici on n'est pas très foot, là on a souligné que oui, il fallait que ça passe sur les ondes, quoi. Il faut ça pour populariser toute cette résistance et toute cette criminalité, justement, qu'Israël soit vraiment pointé du doigt, quoi.
Oui, c'est sûr, et c'est important parce que il y a eu beaucoup de débats et il y en a encore. Par exemple, il y a des gens qui disent non mais la culture c'est différent, ou même les recherches qui sont faites dans les universités. Il ne faut pas empêcher les universitaires israéliens de venir rencontrer des universitaires français. Mais les universitaires israéliens, il y en a une bonne partie qui est, en tout cas parmi les scientifiques, qui sont à l'origine et dans la mise en œuvre de recherches qui servent à réprimer les Palestiniens sur les armes, sur de différentes activités de répression. Donc cet argument ne tient pas, mais c'est assez ancré. On a quelquefois du mal à faire comprendre que le boycott culturel, que la culture n'est pas en dehors de tout ça. Oui, tout à fait. Mais justement, on a un universitaire qui nous a écouté la semaine dernière. Du coup, il fait partie de l'URDIP. Alors, je ne sais plus exactement, c'est les relations universitaires avec la Palestine. Et j'ai vu qu'ils appelaient, oui, au boycott, justement, il devait y avoir une manifestation autour de la science. Et ils appellent aussi ces scientifiques à se retirer de la manifestation, quoi. Oui. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à tout cerner, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le dire à la radio, je pense que ça m'a fait rire parce que j'ai lu un de tes billets qui a été retransmis par l'UJFP où tu attaques les matins de France Culture. Voilà, par rapport, il parlait, je crois, de la saison France-Israël et tu leur as fait une réponse. Oui, mais ils en parlaient parce que la veille, il y avait eu une manifestation sur les Champs-Élysées contre la venue de Netanyahou pour inaugurer cette saison France-Israël avec Macron. Et donc, il y a eu une manifestation qui a dénoncé ça et qui a d'ailleurs bloqué les Champs-Élysées pendant 3 heures. C'était quand même un exploit, même si la police a encerclé les manifestants jusqu'à 22h30. Non, ça a été assez marquant, mais ça, évidemment, le lendemain matin, moi j'écoutais les matins de France Culture et j'entends qu'ils parlent d'un petit rassemblement. Ils n'ont même pas parlé de celui des Champs-Élysées parce qu'il y en a eu un autre aux Invalides. Ils ont mentionné ça rapidement et puis dit mais donc cette saison France-Israël ça va être très bien et pas un mot sur le fait qu'on pouvait s'opposer à ça et les raisons de s'opposer à cette saison France-Israël. Donc j'ai écrit au médiateur de France Culture, voilà. Mais je n'ai pas de réponse. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à se manifester. Oui, parce que en fait, Robert, qui est dans cette émission normalement, est allé donc sur les Champs-Élysées, mais pas à 18h30, il est arrivé un petit peu après. Il s'est retrouvé dans la petite NAS. Apparemment, il y avait 2 NAS à Champs-Élysées. Moi, je l'ai retrouvé, mais je ne suis pas rentrée dans la NAS. Bon, il a eu un mal fou en sortir. Il a fallu enlever le badge Solidarité Palestine. Enfin, tout ça pour le remettre après. Enfin, il y a tout un cirque. Et on avait annoncé le matin même le rendez-vous aux Champs-Élysées, ne connaissant pas celui des Invalides. Je pense qu'il a dû être donné assez tardivement pour éviter qu'il y ait trop de personnes. Enfin, oui, c'est-à-dire il y a eu des options diverses sur fallait-il se rapprocher du Grand Palais comme prévu à l'origine pour manifester qu'on était contre cette inauguration qui se passait là, ou aller dans un endroit plus neutre, les Invalides. Donc selon les organisations, ça a été un appel aux Invalides ou un appel sur les Champs-Élysées. Ouais. Enfin, du coup, il y avait au moins il y a une petite NAS, une grande NAS et oui, les moi Invalides. J'étais dans la grande NAS. D'accord, donc c'était bien qu'il y ait du monde en tout cas, oui. Et toutes ces femmes courageuses. Il y a beaucoup de femmes quand même. Oui, avec leur panneau Libérons la Palestine. Enfin, oui. C'était important, quoi. Et toi, malgré ça, tu me dis que tu arrives à aller en Cisjordanie sans problème, quoi, malgré ton engagement quand même politique, parce que même Oui, jusqu'à présent, mais on ne sait jamais. Hein, c'est complètement aléatoire. Donc chaque fois qu'on prend un billet, que l'on passe par Amman en Cisjordanie ou par l'aéroport Ben Gurion d'Israël, on peut être refoulé. Et je connais beaucoup de gens qui l'ont été, sinon refoulés, au moins interrogés pendant des heures et fouillés. Alors, c'est vraiment la loterie. Pour moi, pour l'instant, je suis passée à travers. D'accord. Et donc, ton association, qui est un soutien à un théâtre, en fait, vous n'êtes pas particulièrement dans le théâtre, quoi. Non, on n'est pas. Les membres actifs de l'association ne sont pas spécialement dans le théâtre, même si on s'y intéresse. On a quand même parmi nous, dans le conseil d'administration, quelqu'un qui nous a rejoint, qui est elle très spécialisée. Elle fait pas du théâtre, mais elle a fait venir. Elle était dans une collectivité locale où elle a invité beaucoup de troupes et notamment des acteurs palestiniens. Et elle a beaucoup contribué aussi au développement culturel palestino-français, si on peut dire. Enfin, avec des Palestiniens, de l'UNESCO, de l'ambassade. Donc elle est très versée dans le théâtre et notamment palestinien. Elle nous a beaucoup aidés. Mais sinon, les membres ne sont pas spécialement. Il y a des gens qui sont retraités, qui étaient avant dans des entreprises ou dans des universités, et d'autres qui continuent à travailler. C'est assez mélangé. Mais on a voulu quand même
marqué, comme je l'ai dit, de créer ce collectif Théâtre Palestine, en pensant qu'on allait pouvoir rassembler autour de nous des gens qui sont plus versés dans le théâtre et qui pourraient commencer à s'intéresser au théâtre palestinien. Alors ça, c'est en train de se manifester pas mal. Et d'ailleurs, on est invité très prochainement, le 29 juin, à une soirée qui est organisée dans le cadre d'une manifestation qui se tient tous les ans depuis quelques années, qui s'appelle Palestine and Out. Il y a un jeu de mots, Palestine, et la fin du mot Palestine, c'est in and out, comme en anglais, ou dedans et dehors. Et c'est organisé par l'Institut culturel franco-palestinien de Paris, avec des différentes soirées sur la danse, la poésie, différentes choses. Et pour une fois, enfin c'est la première fois, le théâtre aussi fait son entrée dans cette manifestation. Et c'est nous, le collectif Théâtre Palestine, qui sommes invités pour cette soirée, avec également un membre du théâtre Ashtar de Palestine. Donc il y aura un membre du théâtre Ashtar qui s'appelle Aoun. Il y aura Emmanuel Thiebaud, qui est une universitaire qui travaille sur le théâtre palestinien, qui nous a d'ailleurs invités à un séminaire où nous nous sommes exprimés à Caen, parce qu'elle est à l'université de Caen au printemps. Et puis Sylvie de Plus-Ponsin, qui est la présidente des Amis d'Al-Road et qui a été l'artisane de ce collectif Théâtre Palestine. Donc ils seront ces trois-là ce soir-là. Ça va se passer à la Maison de la Poésie le 29 juin. Et ça, vous pouvez voir ça sur notre site. D'accord. Et là, justement, j'ai vu qu'il y avait une exposition qui venait juste de démarrer dans le 20e arrondissement. Oui, alors ça, c'est une exposition sur les exilés à Jenin, enfin les réfugiés exilés. Et c'est un travail que fait Jos Drey, qui est une photographe qui travaille, enfin elle est en France, mais elle va beaucoup en Palestine, et notamment à Jenin. Elle a beaucoup travaillé à Jenin pendant des années, et elle y est retournée à la fin de l'année 2017. Et ça a débordé, je pense, sur 2018. Et elle a préparé, je l'ai pas encore vu, mais une exposition sur, alors parce qu'elle a fait travailler un peu en écho des réfugiés présents en France et des réfugiés là-bas. Et donc l'exposition qui se tient dans la galerie, j'oublie l'adresse, mais ça doit être sur notre site. Rue Étienne Dolé, je crois, dans le 20e. Ah, rue Étienne Dolé, dans le 20e, peut-être, oui, c'est ça. L'exposition a lieu en ce moment. Ouais, j'ai vu qu'elle venait juste de démarrer, quoi. Oui. Ouais. Et je sais pas, je vois quand je regarde le site de votre asso, là, je vois par exemple le théâtre palestinien promoteur de liberté. Donc là, c'est pareil, c'est vendredi 29 juin à 21h. Il y a une conférence apparemment. Ben, c'est ça. C'est celle-ci, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord, c'est celle-là. Ouais. Oui, ah bah oui, à la là. Maison de la Poésie. À la Maison de la Poésie, oui, rue Saint-Martin. D'accord, oui, c'est ça. Ouais, par contre. Ouais, ben je sais pas. Est-ce que tu veux nous raconter d'autres choses en fait? Est-ce que je sais pas. Là, j'ai dit pas mal de choses. Je sais pas ce que je pourrais ajouter. On peut vous rencontrer. Quand il y a, par exemple, nous, on a pu avoir un contact avec toi parce qu'on a rencontré une des militantes un samedi après-midi, place de la République, quand il y avait ces mouvements de solidarité avec les journées du retour. Hein, oui. Il y avait une présence de militants place de la République. Et c'est vrai qu'on est pas mal dans les manifestations. Donc je parlais de celle sur la critique de l'année de la Palestine. Et puis pratiquement dans toutes les manifestations de soutien à la Palestine, on est là. Et on peut nous rencontrer. On a notre siège dans la maison qui s'appelait avant la Maison des associations et qui s'appelle maintenant la Maison de la vie associative et citoyenne. Enfin, c'est les maisons des associations de la ville de Paris. Nous, on est dans celle du 18e. Qui est animée de façon très active par toute une équipe. Alors on a accès, on n'a pas de local propre, mais on a accès à des salles gratuitement pour nos réunions, que ce soit nos petites réunions de bureau ou l'assemblée générale qu'on fait chaque année. Et puis on y a déjà aussi projeté un film, on a pu y faire différentes activités et on participe dans la mesure du possible à ce que propose la Maison des associations. Donc on est là et puis on est, comme je disais, dans les manifestations annuelles, semaine anticoloniale, festival des solidarités. Avec vos sourires et votre énergie, quoi. Oui, on essaye. Voilà. J'ai vu aussi sur le site qu'on a quelqu'un qui travaille aussi à Radio Libertaire, qui s'appelle Christiane Passevant, qui avait rencontré Arna en 1992, justement, en Cisjordanie, et qu'en 2014, il y a un livre qui était sorti qui s'appelait Femmes dissidentes. Voilà, et que c'est donc des entretiens, je pense qu'elle a eu avec Arna. Donc, oui, c'est très intéressant. Avec Arna et avec d'autres femmes, une égyptienne, une israélienne, et nous vendons le livre de Christiane, qui est membre de notre association. D'accord. Oui, c'est très intéressant.
Effectivement, elle a eu la chance de connaître Arna dans les années 60, 70, je sais pas. Ouais, elle est touchante, cette femme, quand on voit ce film, effectivement. Alors moi, j'habite Montreuil. Pour ceux qui ont la chance d'habiter Montreuil, on peut l'emprunter à la bibliothèque de Montreuil. Il est disponible. Ils ont un bon rayon, justement, sur la Palestine. On a pu voir les films de Simone Bitton, Mur, Rachel. Enfin, ils ont vraiment... Montreuil est quand même une ville qui est quand même plutôt à gauche, même si en interne, il y a toujours des problèmes. Mais voilà, on a quand même une bibliothèque qui est très, très riche et bien fournie, quoi. Et nous, alors chaque fois qu'on est dans des manifestations, pas des manifestations de rue, mais je veux dire des événements, on a une table et on vend justement le CD des enfants d'Arna, le livre de Christiane Passevant, des livres qui nous viennent par le Freedom Theatre. Ils ont fait des beaux livres de photos qu'on peut vendre, et puis on vend aussi des produits comme des savons, des sacs, enfin de l'artisanat palestinien pour le faire connaître et pour avoir, ça participe à la collecte de fonds qu'on fait pour soutenir. Est-ce que vous avez de l'huile palestinienne? Oui, on vend de l'huile, bien sûr, bio et pas bio. D'accord, elle vient de Naplouse. Oui. Ouais, ça on adore ça, l'huile palestinienne. Oui, elle est très bonne. Bon, écoute Sonia, je te remercie beaucoup pour ta venue dans l'émission et ton intervention. Là, je vais juste te dire un petit mot sur ce que j'ai vu dimanche, parce que on avait parlé donc mardi dernier en fin d'émission de cette flottille, c'est-à-dire qu'il y a 4 bateaux qui sont partis de Suède et de Norvège pour rejoindre Gaza, pour lutter contre ce blocus qui dure maintenant depuis 11 années. Il faut savoir que les Gazaouis sont privés de tout, qu'en plus leur zone de pêche est de plus en plus limitée, qu'ils devaient avoir, je crois, après les accords d'Oslo, 32 kilomètres, c'est ça? Non, 32 000. 32 miles au-delà des côtes, ce qui fait 46 kilomètres plutôt, et que Israël réduit de plus en plus leur zone de pêche. Je crois que maintenant ils en sont à 3 000, c'est-à-dire que 3 000 miles, il n'y a plus de poissons, ils ne peuvent absolument pas pêcher, et encore quand on leur tire pas dessus. Oui, on leur tire dessus, on tue des pêcheurs. On voit, il y a un petit film qui est très bien fait justement en hommage à un pêcheur. On voit la marine israélienne qui arrive et qui tire, et donc il y a régulièrement des pêcheurs qui se font tuer dans cette zone de pêche. Donc il y a ces 4 bateaux qui sont partis. Il y en a 2 qui rejoignent par la mer, je crois, la Méditerranée, et 2 qui sont passés par les réseaux fluviaux. Et qui sont passés à Paris, qui devaient arriver à Paris mercredi dernier. Et en fait, ça a été retardé. Je pense qu'on a tout fait, que ce soit la ville de Paris, que ce soit à un plus haut niveau, que ce soit le CRIF qui fasse pression, parce qu'on sait très bien qu'en France, on obéit, c'est le CRIF qui dirige pratiquement la France pour tout ce qui concerne Israël et la Palestine. Donc, en fait, ces bateaux étaient retardés. Ils ne sont arrivés que dimanche à 14h sur la Seine, en passant devant le quai Saint-Bernard dans le square Tino Rossi. Et qu'ils n'ont même pas pu accoster. Il était prévu de recevoir l'équipage, de discuter avec eux. Il y avait à peu près 300 manifestants, militants qui étaient là avec des drapeaux, avec des banderoles pour les accueillir, pour les soutenir. Et en fait, ils n'ont même pas eu l'autorisation d'accoster, c'est-à-dire qu'il y a des canaux de la préfecture de police qui étaient côte à côte avec eux et qui les ont empêchés même d'approcher du bord, d'entendre quoi que ce soit, et qui les ont fait passer à toute vitesse. C'est absolument pitoyable, lamentable. Il y a eu quelques interventions après sur ces 4 scènes du président de l'association France-Palestine Solidarité, du président, je crois, de BDS. Il y a eu Éric Coquerel pour la France Insoumise. Il y a eu une jeune communiste. Il y a eu Christiane Essel qui sont intervenus. Il y a Sarah Katz qui est intervenue pour l'UJFP. Et voilà, pour souligner cette honte absolue de voir ces bateaux être obligés de passer comme ça. D'autant qu'on a appris quand le matin, ils étaient à Suresnes, et qu'à Suresnes, on a mis 3 heures avant de les laisser repartir, qu'on a fouillé le bateau de fond en comble. On leur a demandé s'ils avaient une encre, un pochon, enfin je sais plus, enfin tout ce qu'il fallait avoir, un extincteur, enfin c'est un petit film justement qui tu l'as vu, non? Oui. Qui montre tout ça. C'est absolument lamentable de voir comment ces policiers se plient à tout ça et comment cette flottille a été retardée. Et en plus, je crois qu'ils devaient passer en enlevant les drapeaux, les banderoles. Les banderoles surtout, oui. Voilà, sous peine d'amende. Et c'est un jour oui, un jour non. Enfin, c'est absolument lamentable. Donc le soir, ils devaient aller sur Ivry, ne pouvant pas accoster à Paris. On a rapidement appris que finalement Ivry ne les acceptait pas non plus, qu'ils étaient à Nogent-sur-Marne pour passer une écluse. Je pense qu'on a voulu les faire partir très rapidement de la région parisienne, quoi. Alors, il faut savoir que c'est des bateaux qui font 9 mètres, c'est vraiment des petits bateaux. Oui. Il y en a 2, c'était le Mered et la Palestine. Et qu'en fait, l'idée, c'est de donner ces bateaux aux pêcheurs de Gaza qui ont vraiment plus rien pour vivre, quoi. Voilà.
Si je venais vers toi sans yeux, sans te retrouver blonde ou brune, voudrais-tu de ma nuit sans lune? Voudrais-tu bien de ce fardeau, mes mains aveugles sur ta peau? Si je venais vers toi sans yeux, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans regard, m'aimerais-tu? Si je venais vers toi sans main, sans pouvoir effleurer encore les monts, les vallées de ton corps, voudrais-tu de mes bras en deuil, de ces branches sans fleurs, sans feuilles? Si je venais vers toi sans main, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans toucher, m'aimerais-tu? Si je venais vers toi sans pied, traînant mes deux genoux à terre, comme les mendiants de naguère, voudrais-tu de mes promenades, sans course, sans jeu, sans baignade? Si je venais vers toi sans pied, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans marcher, m'aimerais-tu? Si je reviens vers toi sans cœur, à force de l'avoir fait taire, là où je suis c'est la misère. Voudras-tu de mes jours sans rire, de mon passé sans souvenir? Si je reviens vers toi sans cœur, comme d'autres sont revenus de leur guerre, m'en voudras-tu, m'en voudras-tu, mon immortel, si je reviens vers toi fidèle, mais sans âme, m'aimeras-tu? Voilà, c'était Marc Augeret qui interprétait « Si je venais vers toi ». Donc vous êtes bien sur le 89.4, de Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'émission Intifada, les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, une émission consacrée aux nouvelles de Palestine, qui recevait aujourd'hui donc Sonia Feyman, qui est présidente de l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin, et qui est venue nous parler de ce Théâtre de la Liberté et de son association. Et ben merci beaucoup Sonia pour ta venue parmi nous. Merci pour l'invitation. Voilà, maintenant je vais juste conclure avec les rendez-vous, l'agenda un petit peu de ce qui est possible de faire pendant la semaine si on a envie de se bouger. Donc le mardi 19 juin, c'est donc ce soir, c'est l'exposition dont on parlait, l'exposition dont on parlait tout à l'heure, qui a commencé vendredi 15 juin et qui va durer jusqu'au 6 juillet, donc à Paris 20e, qui est donc à la Galerie Lille, c'est 6 rue Étienne Dollet dans le 20e arrondissement, et c'est principalement une exposition de photos. La liberté commence ici. Mardi 19 juin, donc à 20h30, et jeudi 21 juin, donc à 20h30, c'est au cinéma Les Trois Luxembourg, 67 rue Monsieur le Prince. C'est la projection du film Derrière les fronts, donc Résistance et résilience en Palestine, de la psychiatre Sama Jabre qui raconte tout le travail qu'elle fait auprès des Palestiniens, justement,
après tous les traumatismes subis. Et nous, on a de la chance parce qu'on a eu un cadeau à Radio Libertaire. Il y a une autrice qui nous a offert le bouquin de Derrière les fronts de Sama Jabre. Et donc, on va pouvoir lire tout ce qu'elle écrit aussi, puis vous le faire partager en lisant des morceaux de chapitres dans l'émission. Samedi 23 juin 2018, de 15h à 18h, manifestation nationale à Paris pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc, de la place des Fêtes à la place de la République, c'est un rendez-vous important. Il faut rappeler que Georges Ibrahim Abdallah est en prison depuis 34 ans. Il est en prison en France, dans les Hautes-Pyrénées, alors que normalement il devrait être libéré, mais sous pression des États-Unis, il reste en France. Donc voilà, il faut aller soutenir ce Georges Ibrahim Abdallah, quoi. Samedi 23 juin 2018, donc à 16h, c'est à Paris 20e, il y a un goûter musical avec Moussa Tofik qui joue de l'oud, Int Taboud qui chante, et c'est donc en lien avec l'exposition qui est dans le 20e arrondissement. Donc c'est au lieu-dit, le lieu-dit c'est 6 rue Sorbier, c'est un café militant, hein. C'est là qu'il y a les réunions, les cafés de Mermet, c'est là qu'il y a sans arrêt des interventions militantes et politiques. Le mercredi 27 juin à 19h, c'est à l'église Sainte-Mérie, 76 rue de la Verrie. Il y a une conférence débat, antisémitisme, antisionisme, pourquoi et comment éviter la confusion. Très important aujourd'hui, dès qu'on a le malheur d'attaquer Israël, on nous taxe tout de suite d'antisémitisme. Donc il faut vraiment remettre les pendules à l'heure et lire, que ce soit effectivement aller dans les réunions, lire Stamboul, lire Dominique Vidal, enfin lire tout ce qui est possible, qui fait bien la différence, qui explique ce qu'est le sionisme et ce qu'est l'antisémitisme, et ça n'a rien à voir. Voilà, alors je vous dis à dans 2 semaines, enfin pour le premier mardi du mois de juillet. Je vous souhaite une bonne semaine et merci pour votre écoute et merci Sonia.